Et rendez-vous de l'entreprise. Gonzague de la Bourdonnais sur NC Première. Étienne Dallot, c'est le premier jour du reste de ta vie et celui aussi de Danielle Braud-Delahaye, fondatrice et présidente d'Aboro, société spécialisée dans les ressources humaines, notamment, mais pas seulement, l'intérim, et qui a ouvert récemment un département de formation pour la montée en compétences des salariés. Danielle Braud-Delahaye, cette individualisation de la formation professionnelle, compte tenu de ce que vous-même, vous pratiquez et vous avez créé au sein de votre entreprise, j'imagine que c'est un dispositif qui va plutôt dans le bon sens pour vous ? Oui, c'est un dispositif qui vient compléter les autres dispositifs qui existent déjà et tout ce qui promeut en fait la formation ou la montée en compétences de l'individu, pour moi, reste positif. Avec quelle idée et quelle philosophie derrière ? On a expliqué à l'instant le mot Aboro, l'humain. Au-delà de mettre l'humain au centre de tout, qu'est-ce qui a sous-tendu la création de cette société et la volonté pour vous d'en prendre les rênes ? Alors, je dirais, comme d'habitude, c'est une opportunité qui m'a été offerte et donc je l'ai saisie. Alors, c'était important pour moi de continuer sur la lancée de ce qui avait été fait sur de nombreuses années parce que, bon, quelque part, c'était quand même aussi mon bébé. Et puis, c'était important aussi pour moi de ne pas laisser l'ensemble des salariés que j'avais accompagnés ou en tout cas qui m'avaient suivi aussi poursuivre sans moi et je pense toujours qu'il y a encore de nombreuses choses à faire dans le domaine des ressources humaines et donc c'était important de pouvoir se relancer ce challenge. C'est quoi, à la fois en interne et en externe, le fait de mettre l'humain au centre de toutes vos démarches ? Alors, c'est déjà animé en interne toute notre politique RH autour de plusieurs valeurs, des valeurs qu'on va retrouver également sur le prix de la réussite, c'est-à-dire systématiquement rattacher chaque action et manager chaque action en tenant compte, par exemple, si on est dans le pool de managérial, des 3 valeurs qui nous caractérisent, qui sont la tête froide, le cœur chaud et l'implication. Et ce genre de valeurs, notamment de leadership, elles sont applicables à toutes les entreprises. Donc, je crois qu'on peut avoir un langage commun lorsque on manage, on essaye de manager avec de la bienveillance, avec de l'objectivité. Et les salariés, en tout cas les collaborateurs, le ressentent. C'est aussi à chaque fois s'appuyer sur des valeurs de partage, de sens du service, d'esprit entrepreneurial. Et concrètement, lorsqu'on a quelqu'un, par exemple, qui sort du cadre, dans ces cas-là, effectivement, on va lui faire le rappel toujours en s'attachant à une valeur précise, ou alors, lorsque quelqu'un a bien fait son travail en interne, là aussi, on va mettre en avant la valeur qui l'a animé, ou en tout cas, dont il s'est approprié. Et clairement, il me semble que les entreprises le ressentent. Au niveau du climat social, ça se traduit comment ? Alors, sur vous le le traduisez comment ? Voilà, sur le climat social, on a depuis très longtemps mis en place, bien entendu, une GPEC. Il a fallu, au-delà de cette gestion des emplois et compétences, promouvoir en interne l'intérêt d'une telle démarche. Donc, là aussi, on est revenu sur la valeur partage et j'ai voulu également associer l'équipe People, donc mon encadrement, sur un management participatif. C'est ça. Avec un comité de pilotage, un comité de direction, etc. Et donc, ça se décline ensuite sur les différents niveaux de la hiérarchie, tout en laissant quand même un maximum de place à l'initiative, bien entendu, qui doit rester dans un certain cadre, puisqu'on a une certaine méthodologie à respecter, etc. Ça veut dire que vous conseillez à vos managers, par exemple, de ne pas bloquer les compétences, au contraire les susciter chez les collaborateurs ? Au contraire, je crois qu'on ne fait bien que ce qu'on aime faire et chaque personne a des qualités ou en tout cas des atouts et on essaye de s'appuyer sur ces atouts-là justement pour sa collaboration et pour optimiser, entre guillemets, la performance. Quand un jeune collaborateur, par exemple, arrive chez vous, on l'accompagne, ça fait partie aussi de ces valeurs-là que vous prônez également aux autres entreprises ? C'est indispensable. Sur d'aussi nombreuses années, il y a eu beaucoup de brassage et je tiens
à ce qu'on continue à avoir du brassage. Donc l'accompagnement se fait clairement à l'intégration avec des outils et avec un accompagnement spécifique, un suivi spécifique sur ce qu'on appelle un plan individuel d'action. Le N+1 ou le collaborateur le plus proche va accompagner cette personne dans la démarche. On va bien s'assurer que les acquis sont là pour pouvoir ensuite progresser en interne. Et puis au fil des années, les plus anciens apportent leur connaissance du métier et leur expérience également de l'entreprise. Ils sont également partie prenante là-dedans, c'est-à-dire que ils sont responsables en général. Les gens se cooptent. Un bon manager, j'insiste là-dessus, c'est pour vous, à Bolo, c'est quelqu'un qui favorise la montée en compétence de ses collaborateurs? Bah oui, je crois surtout en Calédonie, un bon manager doit s'appuyer sur ses collaborateurs, doit apprendre à déléguer, et puis aussi, je crois que le collaborateur est fier de ce qu'il a réalisé. Donc, si le manager derrière le laisse faire ou en tout cas l'accompagne avec bienveillance, c'est clairement une fierté qui se répand sur l'ensemble. La contrepartie, ou d'ailleurs le corollaire, c'est des efforts partagés à la fois par les salariés et les managers? Oui, des efforts partagés. Il y a l'exemplarité à souligner. Là, ça, c'est un élément auquel je tiens particulièrement parce que si le manager fait bien et s'investit, s'engage, on lui souvent on acceptera qu'il puisse avoir quelques défaillances parce que la contrepartie normalement se fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. On a le droit de se tromper chez nous. Moi, je le dis tout le temps. On a le droit de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que vous proposez déjà comme type de service en relations humaines? En ressources humaines. En ressources humaines, alors il y a bien entendu notre activité intérim qui est très connue. Sur les petites, moyennes ou grandes entreprises, on va avoir des actions différentes, c'est-à-dire sur des très grandes entreprises, il y aura des demandes par exemple de chantier formation, d'ingénierie pour pouvoir soit préparer une opération précise, soit renouveler les équipes ou intégrer des nouvelles équipes. Ça, on l'a fait déjà par le passé et on continue à le faire parce que le pays en a besoin et les chefs d'entreprise en ont besoin aussi. Sur une petite entreprise, on pourra intervenir, pas forcément en intérim dans ces cas-là, mais sur soit du recrutement, lorsque l'entreprise souhaite intégrer des compétences, soit si elle grossit et on sent qu'il y a un certain flottement en interne ou un manque, dans ces cas-là, on interviendra au travers de nos experts pour soit apporter un regard extérieur beaucoup plus neutre sur la montée en compétences ou en tout cas l'augmentation de ces volumes de personnel interne et l'organisation qu'il faut mettre en place pour que l'entreprise continue à bien évoluer. La proportion, vous avez plus de petites entreprises, plus de grandes entreprises? En nombre d'entreprises, oui, bien entendu, on a plus de petites entreprises puisque, en Nouvelle-Calédonie, on a quand même un tissu économique qui est fait en majorité de petites entreprises. Ensuite, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de chiffre d'affaires développé, effectivement, les volumes de chiffre d'affaires sont plus importants avec les grosses entreprises puisque il y a plus de besoins, plus de traitements, ou en tout cas on n'est pas sur la même dynamique. Mais vous me posiez la question de savoir ce qu'on pouvait apporter aux grandes entreprises. Oui, les grosses entreprises font appel à nos services. Alors que ce soit parce qu'elles ont décidé de recruter un collaborateur et qu'elles souhaitent avoir cette neutralité, cette objectivité dans leur recrutement, amener un élément extérieur qui n'aura aucun intérêt. Voilà. Et puis on sera très factuel. On va amener aussi quelquefois des outils spécifiques, c'est-à-dire que la grosse entreprise, même si elle est grosse, n'a pas forcément tous les outils d'évaluation dont on dispose, puisque on a conservé les outils du groupe ADECO, puisqu'on continue à être partenaire. On va parler que ce soit des tests d'aptitude, de connaissances, d'évaluation, que ce soit des tests de personnalité. Donc là-dessus, on nous demandera effectivement notre regard et notre expertise plus spécifique. Ou alors, ça peut être quelque chose de totalement différent. Une entreprise a besoin de recruter, petite ou grande,
un profil bien particulier qu'on sait pénurique en Nouvelle-Calédonie, et ben là, on interviendra d'abord sur le marché local en lui confirmant qu'effectivement, par rapport à la base de données de candidats qu'on a, on n'a pas cette compétence ou qu'il va falloir aller la chercher dans l'entreprise. Sur le département formation, effectivement, le fait d'avoir ce département en interne avec ce responsable de projet formation, on va aller recueillir le besoin spécifique de l'entreprise et essayer d'y répondre, soit en proposant une formation adaptée, puisque bon, là aussi, on est très bien outillé en e-learning. On fera d'ailleurs appel à des prestataires ou alors avec des partenaires avec lesquels on travaille déjà pour qu'ils viennent ensuite en présentiel ramener quelque chose d'un petit peu plus spécifique que du e-learning, ou en tout cas pour asseoir les connaissances et évaluer l'acquis. Ce qu'on pourrait être amené à faire également, mais là c'est sur un autre de nos départements solutions RH, c'est de se dire on a une compétence qui intervient déjà dans une entreprise, donc selon le besoin de l'entreprise, eh ben, on pourra très bien amener quelqu'un à travailler en régie, par exemple, sur un domaine bien spécifique. Vous, votre spécificité, c'est finalement l'ajustement et peut-être le dialogue spécifique avec l'entreprise pour avoir une formation la plus ajustée possible par rapport à la demande du client. Est-ce que c'est ça l'objectif de votre département ? Oui, on est complètement dans cette démarche. Il faut savoir qu'on travaille depuis plus de 20 ans avec de nombreuses entreprises et avec certaines, on a un véritable partenariat, une relation de confiance. On est dans du gagnant-gagnant. Donc, à partir du moment où on est dans cette optique de travailler et de les aider dans leur performance, on a accès quelquefois à des informations en interne qui font qu'on est en capacité d'y répondre plus spécifiquement peut-être. Et puis vous allez rencontrer, vous allez sur place. On est en permanence en contact avec ces entreprises, véritablement. Donc il nous est arrivé de faire des tas de prestations différentes et adaptées à chaque fois aux besoins du client, mais toujours sur notre cœur de métier. Attention, on ne va pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Et quelle recette pour aller plus vite ? Je dirais qu'on est dans cette démarche de montée en compétences déjà depuis un certain temps. La montée en compétences, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, certes, de nombreux acteurs s'y sont attachés. On travaille tous dans le même sens. Néanmoins, je le répète, une montée en compétence, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. D'une part, il faut savoir exactement à quel public on s'adresse, quel est le niveau de formation initiale de la personne. Et à partir de là, comme on le disait, monter tout un programme personnalisé parce que quand on nous convie, même si on fait bénéficier à des personnels de formation. S'il s'agit de formation générale, ce ne sera pas toujours adapté à un besoin spécifique. Et encore une fois, tout le monde n'a pas besoin du même type de formation. Quoi qu'il en soit, je le répète, l'initial, la formation initiale, c'est quand même la clé. Quelles sont les perspectives de développement pour un groupe déjà présent dans les 3 provinces ? Rapidement. Alors, il y a plusieurs perspectives. Il y a déjà de l'innovation, puisque bon, on est maintenant sur les nouvelles technologies. Donc, clairement, c'est un domaine qu'on explore et sur lequel on a des projets. Ensuite, il y a des tas de nouvelles demandes qui se font sentir. Le besoin évolue. Par exemple, aujourd'hui, on fait plus de l'intérim comme on en faisait avant. Et sur toutes les activités, on a toujours ce besoin de repenser les choses et de se réinventer. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour aider davantage encore les entreprises innovantes ? C'est une vraie chance d'abord, j'imagine, pour la Calédonie, mais comment est-ce qu'on peut accompagner davantage les entreprises innovantes ? Je confirme que c'est une vraie chance. On voit d'ailleurs autour de nous des tas d'exemples qui le montrent. Je dirais, de but en blanc, comme ça et spontanément, peut-être travailler sur une plateforme qui rassemblerait des passionnés et qui permettrait de dynamiser, ou en tout cas cet échange d'informations avec peut-être une ouverture sur l'extérieur plus importante. Comment l'entrepreneur que vous êtes se projette, ainsi que son groupe, finalement, qui est déjà un groupe important, dans les 10 ans qui viennent ? Alors,
Dans les 10 ans, c'est une grande question. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, même si j'ai une petite idée de là où je veux aller. Il y a encore beaucoup de choses à faire en interne. On a passé ces 4 ans à asseoir la structure, asseoir le squelette, le management. Maintenant, on part sur de nouveaux collaborateurs, puisque bon, les gens changent, bougent. De nouveaux objectifs, vous l'avez dit aussi. De nouveaux objectifs, on a encore beaucoup de choses à faire et je ne pense pas que je m'arrêterai là, même si à chaque fois, je dis que je prendrai un petit peu plus de recul. Danielle Braud-Delahaye, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ces rendez-vous de l'entreprise, même si on ne sait pas où est-ce que vous serez dans 10 ans. On comprend que vous serez avec nous et en tout cas toujours active pour l'économie calédonienne. Si on veut en savoir un tout petit peu plus sur le groupe Aboro, un site web ? Alors www.aboro.nc